Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Pour commencer, petit phénomène normal, la précédente vidéo était un sujet, comme l'un d'entre vous l'a d'ailleurs très bien stipulé, casse-gueule. Et ça m'a valu apparemment de perdre 4 abonnés. J'étais à 153 abonnés, je ne suis plus qu'à 149 abonnés. Mais après tout, c'est le risque de ce genre d'aventure, parfois de parler de sujets extrêmement tabous, et qui parfois déplaisent à certaines oreilles quand on essaie de relativiser un petit peu certains événements et certains phénomènes sans leur retirer leur statut ou leurs identités, mais néanmoins ayant un certain nombre d'éléments de fond qui ne sont pas négligeables à ne pas occulter pour mieux comprendre la situation. La vidéo désormais elle est publiée, pour l'instant il n'y a qu'un seul commentaire de l'un d'entre vous, je le remercie, alors que c'est un sujet, mais comme je vous le dis, c'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement tabou. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la situation à cette entrée de la période de décembre, fête de fin d'année? Je compatis à vous autres les Français qui de nouveau êtes encore les victimes d'une administration, d'une autorité, d'un gouvernement, de ministres qui sont incompétents, incompétents à dire les choses, incompétents à gérer les choses intelligemment. Et on a, la semaine dernière, on a eu un variant au Bangladesh qui semblait inquiéter, mais depuis on en a un autre qui va peut-être enfin justifier, légitimer, obliger chacun d'entre nous à devoir obligatoirement prendre notre 3e dose pour ceux qui sont vaccinés, et ceux qui ne sont pas vaccinés, eh bien, vous allez en subir aussi les conséquences d'un durcissement des mesures sanitaires. C'est le Omicron, je crois, hein, c'est bien, qui nous vient d'Afrique du Sud et qui commence déjà à susciter un certain nombre de décisions, de choix, d'orientation. Donc c'est bien l'Omicron, oui, le variant Omicron. Le Canada interdit également les voyages en provenance de 7 pays africains. On a également l'Union européenne qui recommande la suspension des voyages en provenance de 7 pays d'Afrique en raison du nouveau variant. On a autre pays à restreindre les vols, les États-Unis qui ont annoncé à leur tour la fermeture des frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe en réponse à l'apparition du variant Omicron du Covid-19. Alors le Omicron, c'est à l'origine le B.1.1.529, c'est son code. Donc il aurait été détecté en novembre de cette année en Afrique du Sud. La mutation importante sur la protéine de pointe, ce qu'on appelle les protéines de Pike. Des mutations sur cette protéine peuvent changer la capacité du virus à infecter une cellule. Une situation préoccupante, sa détection coïncide avec une forte augmentation des cas en Afrique du Sud. Les mutations ont lieu sur des régions de la protéine de pointe habituellement reconnues par les anticorps, permettant potentiellement au virus de contourner l'immunité. Ça y est, voilà, ça y est. Comme quoi, bah oui, vous êtes doublement vacciné, mais le problème c'est que là, avec le Omicron, ça ne va pas fonctionner, donc il va falloir que vous preniez la 3e dose. On a déjà d'ailleurs Moderna hein, qui nous a fait, ou Pfizer, là, qui est en train de nous faire la promo de modifier son vaccin pour s'adapter et renforcer nos immunités. Et en ce qui concerne le Botswana, le communiqué du Botswana indique clairement que le nouveau variant sud-africain, le B.1.1.529, a été détecté chez des personnes toutes vaccinées. La ligne Maginot du gouvernement est caduque puisque ce virus est en Belgique actuellement et bientôt dans nos thés dansants soumis au pass de la honte. Eh oui, et là, évidemment, là, ça remet tout en question. 2 ans de pandémie. 2 ans de pandémie sur lesquels on a très clairement à la fois des arguments tangibles pour lutter contre une pandémie qui, je rappelle, est finalement létale pour les plus fragiles, les personnes de certaines catégories avec certaines pathologies, mais qu'on a adopté le principe de précaution
c'est-à-dire de ne pas faire d'exception et d'appliquer la règle à tout le monde. La pandémie est justifiée et donc les traitements doivent suivre. Sauf que les traitements, ce sont des traitements expérimentaux. Les vaccins sont toujours en phase expérimentale, puisque même le monde, avec son fameux décodex, a admis que, en effet, les laboratoires Pfizer et Moderna, leurs produits sont toujours dans des phases 3 d'expérimentation. Et ont confirmé que, ce que je vous disais depuis un certain nombre de vidéos, c'est que le Moderna doit avoir la fin de sa phase 3 l'année prochaine, et le Pfizer en 2023. Sauf qu'évidemment, là, ça se fait une petite compétition. Le Pfizer a joué énormément de lobbying pour obtenir de la FDA américaine une homologation, certes temporaire, mais une homologation qui pourrait, je dis bien pourrait, permettre pas seulement à l'État fédéral, mais aussi aux États, de pouvoir légiférer sur une obligation vaccinale. Ce que déjà un certain nombre d'États, comme l'Illinois, a décidé d'imposer une obligation vaccinale pour les services publics. L'État fédéral, lui, comme je vous l'ai dit, ne s'aventurera pas à faire de l'obligation vaccinale parce que, vu que la société américaine est extrêmement fragmentée aujourd'hui et qu'il y a ce spectre de sécession de la part de certains États qui plane, même si pour l'instant ce n'est que de la spéculation, mais c'est une spéculation qu'il faut prendre en considération. En ce qui concerne l'Europe, c'est pareil. On attend de savoir ce que l'Agence européenne de santé va faire pour faire une homologation d'au moins un des 2 ou 3 vaccins aujourd'hui en cours, pour permettre à des États comme la France, tout simplement, de pouvoir enfin légiférer sur une obligation vaccinale, et pas seulement pour les hôpitaux et les services de santé, mais tout le monde. Sauf que, évidemment, légalement, ça pose un problème. C'est que si dans les années à venir, où on aura là un échantillon de données suffisantes pour démontrer qu'on a obligé un traitement, alors que ce traitement s'est avéré avoir des dangerosités pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de pathologies, etc., eh bien ça peut ouvrir en effet à des procès. Et des procès qui seront absous des réglementations qu'ils se votent entre eux pour ne pas être judiciables dans leurs décisions, dans leurs responsabilités, dans la gestion. Puisque je le rappelle, même si aujourd'hui ils décident de faire des lois ou des textes pour se protéger de toute action judiciaire, ça n'empêchera pas des juridictions d'abroger ces textes pour pouvoir justement mettre ces gens devant leurs responsabilités à l'avenir. Donc, retour à la case départ finalement. Puisque là, on nous vend un variant qui, semble-t-il, va faire un bras d'honneur au vaccin, et donc va légitimer de demander à ce qu'on incite à la 3e dose pour tout le monde. Je pense que si vous suivez mes vidéos, je vous l'ai dit, pas de surprise, on le savait depuis le début. Et même si aujourd'hui Israël annonce une 4e dose, eh bien j'ai envie de dire 4e dose, attendons-nous à ce que cette 4e dose arrive au printemps. Le cycle infernal est loin de se terminer. Qui plus est, ce cycle a un événement sous-jacent qui est le Grand Reset. Et oui, personne ne vous en parle, aucun média n'en parle, que le Grand Reset est en train de s'installer sur le plan économique et sur le plan social. Et force est de constater qu'avec la France, qui a une élection présidentielle l'année prochaine, les choses sont encore plus compliquées et plus difficiles, d'où la raison pour laquelle on est très étonné que Macron s'amuse à faire des annonces comme s'il avait la conviction d'être réélu. Force est de constater, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, cette élection présidentielle sera la dernière de la Ve République. Et preuve en est, regardez Mélenchon. Mélenchon qui est en train de promouvoir une 6e République. La belle affaire. Je ne parle même pas d'Hidalgo, puisque là,
Évidemment, sur les réseaux sociaux, chaque fois que quelqu'un poste un commentaire ou un propos d'Hidalgo qui est idiot, qui est infantile, etc., tout de suite, on a des rageux qui tombent dessus, qui disent oui, vous êtes misogyne, hashtag MeToo, en plus vous êtes raciste parce qu'Hidalgo elle est des origines espagnoles. On en est arrivé là. Côté des Républicains, ça rame. Ça rame, ça rame. Ça rame tellement que ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'essayer de taper dans de l'idéologie d'extrême droite. Et puis on a Marine Le Pen qui, oui, en effet, essaye de subsister politiquement. Mais on sent bien que, eh bien, il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il tâtonne. Il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels, évidemment, j'ai envie de dire, limite, il n'y en a qu'un qui aborde ces sujets sans tabou et sans complaisance, c'est Éric Zemmour. Mais encore une fois, Éric Zemmour, on attend de voir. Même si on a appris que Charles Gave, qui lui avait promis 300 000 euros, finalement fait machine arrière, les raisons pour lesquelles il fait machine arrière sont assez obscures. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, Charles Gave commence à sentir le vent mauvais, c'est-à-dire que Zemmour commence à devenir trop gênant et trop dangereux, donc il y a des casseroles qui vont sortir, ou je dirais à la limite des fausses casseroles, et je dirais même malsaines, parce que là apparemment c'est Voici qui va publier des photos de son assistante enceinte. Enceinte de qui? Ouais, c'est ça, hein, c'est de la raclure de bidet, quoi. C'est-à-dire que là, au vu de la situation, de la déliquescence, de la confiance envers le politicien de la part des Français, tous les coups vont être permis. Et je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et je dirais même à la limite, Pascal Praud disait aussi que de toute façon, vous verrez, cette campagne va être brutale. Elle va être violente. Elle va être nauséabonde. Tellement ils vont se balancer de la merde dans la gueule les uns les autres. Quitte à balancer sur le physique. Sur les origines. Hein, on a déjà vu cette fameuse comique de France Inter qui s'est amusée à faire un zob avec le Z et une moustache sur le visage de Zemmour. On n'entend plus parler de cette affaire. Hein. Vous comprenez bien que si ça avait été l'inverse, là, alors là, ça aurait été plein de procès, on aurait médiatisé tout, etc. Là, disparu de la circulation. Là, c'est normal. C'est normal parce que cette personne est du côté du bien. C'est une gentille. Donc elle se permet elle a le droit. Sauf que le problème, c'est quand les Français se rendent compte que d'un bord, ils ont le droit de faire tout et n'importe quoi, et de l'autre, quand ils mettent le doigt sur des sujets sensibles, ça y est, c'est du racisme, c'est du fascisme, etc. Enfin, donc, renforcement des mesures sanitaires en France. Évidemment, heureux sont les doubles vaccinés avec un pass sanitaire qui ont appris qu'une fois que la date de péremption sera dépassée, leur pass sanitaire ne sera plus valable tant qu'ils n'auront pas fait la 3e dose. Ils sont contents, hein, qui ont accepté, ou qui par choix, en effet, ont décidé de se vacciner, alors, pour différentes raisons, soit pour des choix conscients, des choix personnels, légitimes ou non. Force est de constater quand même que là, les doubles vaccinés, ils viennent de se voir entubés bien profond. Parce qu'aujourd'hui, on les a tellement vantés, on a tellement vanté, pardon, le bienfait du vaccin, alors que je pense qu'il y a les 2/3 des Français qui se sont vaccinés un petit peu par contrainte, par choix, mais par contrainte quand même, contrainte sociale, etc. Je veux dire, admettons-le, aujourd'hui, retour à la case départ. Alors, en plus de ça, évidemment, décrédibilisation, évidemment, de ce que peut dire le gouvernement, puisque d'un côté on dit blanc, de l'autre côté on dit noir, le surlendemain on dit gris. On met des restrictions sanitaires pour aller au théâtre, au cinéma, dans les concerts, dans les boîtes de nuit, alors que dans le métro, tout le monde s'agglutine.
Ah mais il n'y a pas de cluster dans les métros. Il n'y a pas de cluster dans les métros. Bien sûr qu'il n'y a pas de cluster dans les métros, parce que de toute façon, en France, les études sur les clusters, la transparence, on la cherche. Je vous rappelle, aux États-Unis, ils ont fait une étude l'année dernière pour déterminer quels étaient les endroits les plus propices à la contamination, et il est ressorti que sur un ensemble, évidemment, de lieux publics, les premiers où les clusters sont les plus importants, c'était les centres commerciaux et les stations-service. Ai-je besoin de vous expliquer pourquoi? Je pense que c'est logique. Mais par contre, en France, eh ben non, en France, les restaurants sont des clusters. Alors qu'aux États-Unis, les restaurants sont parmi les clusters les moins notés. C'est là où il y a le moins de contamination dans les restaurants, parce que les restaurants avaient appliqué des mesures sanitaires. Et du coup, c'est pas là, c'est pas dans les restaurants que les clusters étaient les plus importants. Mais en France, on vous dit le contraire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, les restaurateurs ne respectent pas les consignes sanitaires. La distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique. Allez comprendre. Et puis évidemment, derrière cette pandémie, derrière tout ce capharnaüm, ce barnum, comme on pourrait l'appeler, il y a la situation économique qui devient compliquée. Nous avons Hillary Clinton qui récemment s'est inquiétée de voir le développement de certaines banques centrales pour créer de la crypto-monnaie. Et elle a raison. Parce que si demain aux États-Unis la crypto-monnaie prend une certaine importance, ça veut dire que le dollar, lui, va être menacé. Donc hégémonie du dollar en danger. On a un certain nombre de banques centrales qui continuent leur quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, pour arroser un certain nombre d'acteurs économiques pour qu'ils ne passent pas de trépas. Et nous avons en Europe, comme aux États-Unis, de l'argent gratuit. On arrose de l'argent gratuit. Alors je vous rappelle que les fameux 100 € qu'on vous avait promis, je pense que vous n'en verrez jamais la couleur. Parce qu'évidemment, budgétairement, c'est bien gentil de balancer qu'on va arroser de milliards tel et tel secteur, telle et telle personne, telle et telle catégorie, telle et telle échelle sociale, etc. Sauf que derrière, il faut l'argent. Or, l'argent, on ne l'a pas. Donc l'argent, il faut le trouver. Il faut le trouver auprès de l'Europe, il faut le trouver auprès des banques, il faut le trouver auprès des marchés. Donc forcément, c'est de la dette supplémentaire. Mais ça, évidemment, la plupart des gens, eux, ce qu'ils voient, ouais, je vais gagner 100 €. Hein. Oui, sauf que tes 100 €, tu vas payer 150 € de taxes en plus pour rembourser les 100 € qu'on t'a donnés cette année. Oui, parce que tu vas payer aussi des intérêts. Logique. Bon, évidemment, c'est très imagé, c'est très simpliste, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais force est de constater que dans le peuple français, comme dans tous les peuples des pays occidentaux, des Français vont payer la facture. C'est d'ailleurs le petit problème là qui est en train de remonter, parce qu'il y a plein de gens qui vous parlent du revenu universel, c'est génial, ouais, ça va être de façon inévitable. Sauf qu'il y en a qui commencent à se pencher sur la question, mais comment on le finance? Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte, ah bah oui, mais on va le financer par quoi? Par des budgets, on va débloquer des budgets, etc. Oui, mais les budgets, l'argent, il vient d'où? Avec des emprunts. Parce que comme de toute façon, on n'a pas d'excédent budgétaire, puisqu'on est à 114, 113 % de taux d'endettement sur la dette publique. Donc on n'a pas d'excédent. Alors oui, il y a des excédents budgétaires dans certains secteurs. Mais globalement, non, les caisses sont vides. Donc ça veut dire qu'il va falloir pomper de l'argent ailleurs. Quand je dis pomper de l'argent, c'est-à-dire taper votre porte-monnaie si vous êtes un couple qui gagnait 4 000 ou 5 000 € net par mois. C'est vous qui allez payer la facture. Ce n'est pas ceux qui ont le bénéfice du revenu universel, puisqu'ils auront un revenu universel. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en moyen et en possession de statut social pour pouvoir payer des impôts. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui va payer la facture pour l'autre partie. Principe de la répartition en France, évidemment, social. Ben oui, mais social,
Il y a un moment donné où, si jamais il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir un budget qui est plus conséquent pour donner de l'argent gratuit à des gens que ceux qui sont capables de rembourser la dette sur le budget qu'on va débloquer par rapport à un emprunt qu'on a débloqué avec un taux, bah vous allez droit à la faillite. Logique. Ah oui, certains vont dire, oui, mais non, il y a de l'argent en France, il y en a. Il y a de l'argent en France. Oui. Sauf que le problème, c'est que les gens qui gagnent plus d'argent ne le gardent pas en France. Ils vont le mettre ailleurs. Alors attention, quand je dis ils vont le mettre ailleurs, oui, il y a de la fraude fiscale dans le tas. Mais pas seulement. Il existe des accords où certaines personnes ont tout à fait légalement la possibilité d'investir leur argent ailleurs. Sous-jacent à la pandémie, aussi des modifications du système. Modifications de certains principes. Preuve en est, c'est que regardez ce qui est devenu la loi d'urgence de lutte antiterroriste. Un certain nombre de textes sont maintenant institutionnalisés. Regardez bien ce qui va se passer avec la loi d'urgence sanitaire, avec le pass sanitaire. Vous verrez l'année prochaine, ça sera étendu, voire même institutionnalisé. Institutionnalisé sous-entend permanent. Ou tout du moins, donner des lois et des décrets qui permettent à un gouvernement de faire usage de certains outils. Alors, des outils qui pourront tirer, mais c'est des outils. Des outils utilisables à bon escient par un gouvernement intelligent ou abusivement par un gouvernement en collusion. C'est la suppression à terme d'acquis. C'est la modification d'un certain nombre de dogmes sociaux. C'est la bataille idéologique pour changer, modifier, restructurer, déconstruire, reconstruire idéologiquement des principes et des valeurs, pour mieux coller à ce bloubi-boulga sociétal qu'on veut faire des pays européens. Et bien sûr, à terme, inévitablement, une guerre civilisationnelle, parce que vu qu'on instrumentalise un certain nombre d'individus avec des cultures et des traditions parfois différentes, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la précédente vidéo sur le grand remplacement, c'est que si proportionnellement on se retrouve avec 2/3 d'individus qui ont de fortes intentions de vouloir imposer leurs mœurs, leurs traditions, leurs religions, etc. à des pays occidentaux majoritairement progressistes, démocratiques, avec des principes constitutionnels, avec des droits de l'homme, etc., bah forcément ça va coincer. Ça coince déjà. Ça coince déjà dans certains quartiers de certaines grandes villes en France. Il suffit de voir la visite à Lingostier. C'est Lingostier ou je ne sais plus. Oui, c'est Lingostier à Lyon. Avec Barnella. Non, oui, c'est Bardella. Justine Bardella. Je ne sais plus son prénom. Enfin bref, l'émission de Morandini, où on a bien vu que non seulement il y avait des gens qui étaient très hostiles à leur visite, mais aussi parce qu'il y avait aussi les gens d'ultra-droite, Antifa, etc., qui étaient aussi là pour foutre le bordel. Donc il y a un moment donné où de toute façon, quand on observe un peu tout ce qui se passe, y compris ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, alors en Martinique apparemment ça s'est un petit peu calmé, ils ont trouvé un accord, etc., mais en Guadeloupe, et bien c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand ça commence à monter un petit peu en température, eh bien on ne parle plus d'insurrection, on ne parle plus de mécontentement violent, on parle d'émeute. On envoie le RAID, on envoie le GIGN, on envoie l'armée, parce que c'est inadmissible. Alors oui, bien sûr, soyons lucides. Ce qui se passe en Guadeloupe, comme tous les mouvements contestataires, tous les mouvements sociaux, il y a toujours des énergumènes qui en profitent. Regardez ce qui s'est passé avec les BLM. Tous les BLM ne sont pas des émeutiers, ni des pilleurs, mais malheureusement,
vu qu'on amène une colère dans l'expression du mécontentement, dans l'expression de la contestation, donc il y a une colère qui s'exprime, et dans cette colère, forcément, il y a de la violence. Et dans cette violence vient se glisser l'opportunisme, le pillage, la détérioration, des individus qui sont là pour se défouler. Mais oui, malheureusement. Et comme malheureusement, quand certains font des conneries et que ça finit mal, ceux qui sont les victimes se prétendent être des manifestants, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas des manifestants, ils étaient là pour piquer, pour voler, pour détruire, pour détériorer. Donc oui, rien n'est jamais simple. Il faut savoir faire la part des choses. Sauf qu'évidemment, quand c'est une île qui se révolte, bah là, ça ne va plus. Parce que ça donne le mauvais exemple. Parce que ça peut être contagieux. La preuve, hein, regardez la Martinique, ça a failli suivre la Guadeloupe. Ils ont trouvé un accord, etc. Mais qui ne dit pas cette semaine, ou la semaine prochaine, que ça soit la Réunion, par exemple, qui tout d'un coup s'enflamme aussi. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, c'est quand même paradoxal que ce soit les territoires d'outre-mer qui se révoltent, même si peut-être le terme est un peu exagéré, au détriment de la métropole. Alors, évidemment, les gilets jaunes ont repris un petit peu du poil de la bête. Mais est-ce que ça va être efficace? Pas sûr. Est-ce que ça influence? Pas du tout. De toute façon, aujourd'hui, on a à la tête d'un gouvernement des gens qui en ont strictement rien à foutre. Qui sont complètement hors sol. D'ailleurs, qui ne sont pas dans la réalité. Il suffit d'entendre leur discours pour s'en rendre compte. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, si j'ai un conseil à vous donner, réfléchissez. Réfléchissez au devenir de votre sécurité et de vos moyens de subsistance. Plus particulièrement si vous habitez dans des grandes villes. Si vous habitez dans des petites villes ou dans des agglos ou dans des petits villages, etc., à la limite, vous ne serez peut-être pas touché. Peut-être vous aurez des difficultés parfois sur des pénuries, trouver des produits, etc. Mais si vous savez investir avec vos moyens là où il faut, à la rigueur, peut-être que vous allez passer au travers des filets d'une crise monumentale. En revanche, si vous habitez dans une grande ville, j'ai envie de dire, commencez à réfléchir au pire du pire. Parce que à l'allure où vont les choses, je ne suis pas certain que ça va être du soft power. Donc, pour revenir à ce nouveau chapitre d'une pandémie qui n'en finit pas, et dit qu'il n'en finira pas d'ailleurs, puisque de toute façon, si vous comprenez que le Covid, on va vivre avec, donc il va falloir réadapter un peu nos sociétés par rapport à ça, comme nous avons adapté nos sociétés à un certain nombre de virus, tels que la grippe, tels que les gastroentérites, et autres petits virus qui parfois nous font des petits pics dans certains pays, etc. Ben, on a appris à vivre avec. Sauf que le Covid, comme je vous l'ai dit, il y a des intérêts sous-jacents, et que ces intérêts sous-jacents sont en train tout simplement d'altérer la gestion sereine d'un virus, parce que, en effet, ce virus, comme un certain nombre d'autres virus, devient dangereux pour les personnes avec des pathologies ou des comorbidités fragiles. Et du fait que, il est vrai qu'en 2020, c'était dangereux tout simplement parce qu'on n'avait pas de traitement et on n'avait pas de vaccin. Même encore, si évidemment, là aussi, on a vu qu'il y avait une guerre idéologique et commerciale entre les traitements hydroxychloroquine, Plaquenil et d'autres traitements actuellement qui émergent sur Internet, mais qu'évidemment certains essayent de
et d'autres produits qui ont été sujets aussi à un certain nombre de vendettas pour ne pas émerger auprès du grand public. Donc d'ailleurs, il y en a un là qui vient d'être soumis à une petite tentative de camouflage d'informations qui est alors je retiens mes lunettes, j'ai du mal à voir avec les lunettes, le molnupiravir, qui sur la fiche Wikipédia française, il y a eu une modification pour effacer qu'il y avait sur ce produit des risques sérieux mutagènes, et que finalement le 18 novembre, le 25 novembre, cette information a été effacée de la fiche Wikipédia. Mais il se trouve quand même que la communauté de Wikipédia a constaté que cette information avait disparu, donc ils ont annulé la nouvelle version du 25 novembre et ont remis une nouvelle version avec un encart beaucoup plus explicatif et beaucoup dans cet article du Wikipédia, et avec un bandeau supplémentaire qui indique que voilà, le problème c'est que cet article était dans ce qu'ils appellent une guerre d'information, je crois. Enfin, si je retrouve le document, je vous le mets ici, expliquant justement au lecteur que cet article a été sujet à des modifications, sous-entendu que ces modifications avaient pour fâcheuse tendance de planquer ou de faire disparaître des notions ou des informations prouvées, des informations vérifiées, et qui avaient tout à fait la légitimité d'être dans la fiche, mais qu'apparemment des gens mal intentionnés ont voulu faire disparaître. Donc comme quoi, vous voyez, la guerre est vraiment ouverte sur ce point. Et donc malheureusement, alors pour la France, je vous dis, on suit un petit peu le mouvement avec ces renforcements de mesures sanitaires. Évidemment, la crainte, c'est de voir les fêtes de fin d'année, encore une fois de plus, compromises, et que ça va avoir évidemment des conséquences économiques sur les chiffres d'affaires des acteurs, dont c'est une période importante dans l'année. Et je vous dis, avec ce nouveau variant, l'Omicron, bon, je pense que si déjà ils nous disent qu'il y en a qui ont été repérés en Belgique, il ne faut pas que ça se redéveloppe et que si demain en France on vous dit bah ça y est, on a un cas en France, etc. Je pense que Macron va encore vous faire une petite apparition à la télévision pour vous dire des choses qui ne vont pas du tout être agréables à entendre. Pour ce qui concerne les États-Unis, pour l'instant, on reste stable, on motive, on fait la promo de la 3e dose. Pour l'instant, nous, on a reçu nos invitations, je dis bien invitations. Hein, on nous dit, voilà, ça y est, on a mis en place un dispositif pour prendre rendez-vous pour votre 3e dose, en vous indiquant que, évidemment, le seuil de 6 mois est préconisé pour faire la 3e dose, ce qu'on appelle le booster aux États-Unis, en sachant qu'évidemment là, les services de santé, certains services publics dans certains États ont déjà imposé plus ou moins l'obligation. Je rappelle l'obligation entre guillemets, c'est pas une obligation écrite, mais on sous-entend que si tu le fais pas, t'es viré. Mais pour l'instant, il n'y a pas question de remettre de renforcer les mesures sanitaires, etc. Peut-être dans les grandes métropoles où là, évidemment, les clusters sont à haut risque. Je pense à San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Boston, Miami, Austin, Dallas, Denver. Et je crois que c'est à peu près tout dans les villes où ça a été parfois le plus difficile, le plus compliqué à gérer, mais ailleurs, si vous voulez, après, tout dépend des politiques, des États, suivant s'ils sont des politiques progressistes ou démocrates.
Évidemment, les États progressistes, eux, collent parfaitement à la politique propagandiste de l'État fédéral, donc ils décrètent des trucs, mais qui se font blackbouler par des recours faits par l'opposition auprès des cours suprêmes locales. Donc oui, la petite guerre continue aux États-Unis, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, on est dans une vie normale, même si par exemple ici, dans le comté de Mecklenburg, ils ont remis l'obligation du masque, port du masque en intérieur, sauf que le problème c'est que comme les entreprises sont déjà dans la merde financièrement et n'ont pas les moyens de se payer les services de gens de sécurité pour faire respecter la règle, donc en réalité, si les employés portent le masque, les clients, eux, ils n'en ont rien à branler, ils ne portent pas de masque. Donc voilà, vous voyez, c'est, je dirais à la limite aux États-Unis, c'est un peu anarchique. Voilà, c'est parce que derrière, il y a quand même des conditions et des risques économiques que l'État fédéral n'a pas envie d'être tenu pour responsable, vu qu'en ce moment, vu que Biden n'est pas en odeur de sainteté en ce moment dans les sondages, donc voilà, c'est un petit peu particulier. Donc voilà un petit peu sur ce que je peux vous dire sur la situation. Advienne que pourra, la situation va certainement encore évoluer parce qu'on va évidemment profiter de cet Omicron pour rajouter de la peur, rajouter de la terreur, surtout auprès des non-vaccinés. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas vaccinés par choix, et vous avez la légitimité de ne pas l'être au vu, surtout en ce moment, au vu des informations que nous avons, qui démontrent qu'aujourd'hui, finalement, on s'est fait vacciner 2 fois pour rien, ça se trouve. Alors, pour rien, j'exagère un peu. Il y a des gens qui, en effet, vont tirer un bénéfice. Malheureusement, il y a des gens qui ont tiré aussi un risque. Mais là encore, très difficile aujourd'hui de faire un comparatif de chiffres, puisque les chiffres, on sent bien qu'ils sont manipulés, on sent bien qu'ils sont incomplets, on sent bien que si on vous dit qu'il y a 10%, alors qu'en réalité, il y a certains experts aujourd'hui qui vous disent que sur les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a entre 15 et 20% en plus de gens qui ne se déclarent pas ou qui ne sont pas déclarés au vu des états, soit effets secondaires, décès à cause du vaccin, etc. Donc au final, en réalité, c'est la merde. Disons-le, c'est la merde. Donc voilà, c'est à suivre parce que je pense qu'on n'a pas fini, de pleurer finalement. Pour terminer cette vidéo, un petit ensemble d'informations non négligeables. Nous avons Sciences Po et la diversité. Comme vous le savez, depuis quelques années, Sciences Po a changé ses modalités d'inscription et d'examen de passage pour permettre l'ouverture de ses cours à la diversité. Sauf que le problème, c'est que la diversité, souvent, elle n'a pas forcément les moyens, donc elle est soit boursière, etc. Donc l'argent ne rentre pas dans les caisses. Et alors forcément, manque d'argent, à votre bon cœur, les anciens élèves. Et là, en effet, c'est un truc qui est formidable. Voici ce que certains anciens élèves ont reçu. Quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, nos 14 000 élèves incarnent le visage de Sciences Po. D'où qu'ils viennent, ils ont ceci en commun de remarquable: la curiosité d'esprit, la rigueur, la créativité, le goût de l'initiative et enfin, par-dessus tout, le sens du bien commun. Ils ont fait le choix d'étudier dans un établissement qui forme à la prise de responsabilité, qui mêle la pensée à l'action et qui cultive la volonté d'agir concrètement pour prendre à bras le corps les défis du monde en perpétuelle évolution. Bon, sous-entendu évidemment plutôt conditionné. En tant qu'ancien élève, votre engagement à nos côtés est précieux pour que notre maison conserve sa capacité à répondre aux défis de nos temps et à anticiper l'avenir. L'élargissement de nos dispositifs d'égalité des chances, l'investissement dans des outils pédagogiques pluridisciplinaires toujours plus innovants, la garantie de conditions d'études et de recherche exceptionnelles sont autant de défis à relever pour continuer d'offrir à nos étudiants un cadre propice à leur réussite et à l'expression de tous leurs talents.
Vous pouvez dès à présent faire un don en ligne en cliquant ici. Vous bénéficierez d'avantages fiscaux en donnant avant le 31 décembre 2021. Vos dons à Sciences Po sont déductibles à 66% de vos impôts sur le revenu. Sciences Po. Avec Sciences Po. Autre information, non des moindres. Vous le savez, il y a quelques années, l'Arabie Saoudite s'est vue confier la présidence de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. L'Arabie Saoudite. On vient d'apprendre que Al-Raisi, le général émirati Al-Raisi, vient d'être nommé président du comité, d'Interpol. Alors que le mec, il tire des casseroles pour de réputation de pratique de torture. Non mais, déliquescence, je vous dis, destruction des structures existantes pour les remplacer par autre chose. Alors, quoi? Pour lutter contre l'immigration illégale, la réponse de l'Europe. Bah, on n'a qu'à ouvrir des statuts économiques légaux aux migrants. Open bar. C'est-à-dire qu'en fait, on ne résout pas le problème, on le contourne. Nous avons également, alors cette photo, je vous la mets ici, parce qu'elle est un des exemples de ce que le business a pu promouvoir comme ce qu'aujourd'hui nous considérons être du non-sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le recul, nous avons l'expérience, nous avons le constat, nous avons les faits pour dire que ceci était un meurtre, ou une incitation au meurtre. More Doctor smokes camels than any other cigarettes. C'était une publicité Camel qui vantait le fait que les docteurs conseillaient de fumer des camels. Alors, attention, sur Internet, vous avez certaines publicités qui sont un peu dans ce ton, mais qui sont des fakes, en fait. Ce ne sont pas des vraies publicités. En revanche, il existe bien des publicités américaines qui vantaient des produits dont on sait aujourd'hui qu'ils ont une certaine nocivité si on en consomme de façon abusive, voire même certains produits qui aujourd'hui ont été interdits parce qu'il a été démontré qu'ils étaient nocifs, et pourtant, il y a 50, 60, 70 ans, on en vantait les mérites. Donc forcément, ça fait réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, on vous vante un produit parce que la science a dit que le produit il était bon. Je rappelle que si on remontait le temps dans les années 60-70 et qu'on allait voir un astronome et lui dire « Vous savez que Pluton n'est pas une planète mais un objet céleste », le mec il va vous traiter d'hérétique. Il va vous dire que vous blasphémez. Alors qu'aujourd'hui, on sait, grâce à l'évolution technologique, que Pluton n'est pas une planète. Qu'elle a été d'ailleurs déclassifiée officiellement de son statut de planète. Qu'aujourd'hui, c'est un objet céleste. Et que d'ailleurs, même grâce à la technologie, nous avons découvert d'autres lunes sur d'autres planètes de notre système solaire. Et pourtant, si on avait remonté le temps dans les années 60, comme je vous le dis, et qu'on aurait dit ça à des astronomes, etc., il y en a qui vous auraient traité de tous les noms. Que vous êtes une honte à la science, que c'est pas vrai, etc. Donc, c'est la démonstration à ceux qui vous vantent la science, qui font de la science une religion. Non, la science, c'est quelque chose qui est intrinsèquement contestable, contesté, parce que justement, par la contestation, par la critique, on l'a fait évoluer pour affiner, pour confirmer, pour affirmer le fait qu'elle a pu donner des réponses à des questions. Et encore, elle donne des réponses, mais en donnant quand même toujours une notion que dans sa réponse, il y a certaines données dont on n'a pas de réponse. Qu'on a une réponse globale, mais qu'on ne peut pas donner de réponse détaillée parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas les technologies, parce qu'on n'a pas l'argent aussi, les moyens, les investissements. Parce que certains, d'ailleurs comme je vous l'avais expliqué vis-à-vis de mes amis biologistes, quand ils découvraient parfois certaines molécules, et que ces molécules
brevet, mais que ça finissait dans un placard. Parce qu'on ne voulait pas qu'on fasse des recherches sur ces molécules qui pourraient éventuellement aider d'autres laboratoires sur d'autres recherches pour développer d'autres traitements, etc. Parce que ça coûte trop cher. Donc, oui, ça... aider après, derrière, évidemment, il y en a qui s'amusent à faire de l'investissement que les États, que les associations, les groupes internationaux ne peuvent pas faire ou ne font pas, ou pas suffisamment, mais avec derrière, évidemment, quelque chose en échange. C'est-à-dire, la fondation Gates, qui investit des milliards et des milliards de dollars dans des programmes de vaccination en Afrique, que celui qui me dise que c'est de la bienfaisance, que c'est de la solidarité, que c'est de la charité, que soit il est con ou naïf. D'accord? Donc à partir de là, vous comprenez que les choses sont jamais simples, finalement. Elles sont jamais simples et qu'il y a toujours, à un moment donné, une réflexion à avoir sur certains faits, sur certains événements, pour mieux comprendre leur subtilité. Autre information d'ailleurs qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'évolution du Covid et de la pandémie, il est vrai que du fait de la pandémie a une fâcheuse tendance aujourd'hui à évidemment focaliser sur des événements, sur des épiphénomènes qu'avant on s'en foutait, on n'en parlait pas. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez une personne vaccinée qui décède d'une crise cardiaque, comme l'histoire que je vous ai racontée avec le mari de cet ami, évidemment, tout de suite, on fait une assimilation avec le vaccin, avec la Covid, etc. Alors que je pense qu'il serait quand même intéressant, à un moment donné, de prendre de la hauteur et de se dire, attention, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, en moyenne, sur l'année avant la Covid, quelles étaient les incidences, les accidents vasculaires, les accidents cardiaques, etc., sur quel type de personnel, sur quel type de personnes, sur quel type de pathologie, sur des sportifs, par exemple. Parce que justement, c'est de ça que je vais vous parler. Quelle est la proportion aujourd'hui quelle est avant la pandémie la proportion de sportifs, alors amateurs ou professionnels, qui étaient victimes d'un problème de santé, de malaise, voire décédés pour X raisons. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même un sacré paquet de sportifs de haut niveau qui nous claquent entre les doigts. Rien que ce week-end, je crois en Grande-Bretagne, vous avez 2 footballeurs, un qui, la semaine dernière, non c'est pas ce week-end, c'est la semaine dernière, dans la semaine, un qui apparemment est décédé, et ce week-end, il y en a un du SC Sheriff dans le match contre le Real de Madrid, qui tout d'un coup était en action et a mis la main sur son torse et s'est effondré. Il était conscient, il a été emmené à l'hôpital, etc. Mais c'était le 2e quand même en Grande-Bretagne. Et c'est ça, et c'est là que ça devient intéressant parce que, allez savoir, est-ce que ça dépasse la moyenne de ce qu'on pouvait connaître avant de ce genre d'accident? Est-ce qu'on est en réalité dans une moyenne d'incidence, mais parce que nous sommes dans une situation particulière, et qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, on a envie d'assimiler ça à la conséquence soit de la Covid ou soit des vaccins? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a, en effet, une impédance importante d'événements de santé dans les milieux sportifs amateurs et professionnels qui est anormale comparativement à la moyenne de ce qu'on pouvait avoir avant. Alors là-dessus, excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'études et je n'ai pas trouvé de chiffres tangibles. Je pourrais faire une recherche, mais c'est compliqué, parce qu'il faut aller chercher des données. Alors, vous faites sur quoi? Sur la France, à l'échelle mondiale, etc. Donc, il faut essayer de trouver tous ces chiffres. Et c'est pas facile de trouver des chiffres qui soient précis, par type de catégorie d'individus, etc. Parce que, attention, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans les compétitions de haut niveau, vous avez des sportifs qui sont parfois un petit peu chargés. Alors, chargés de matière ou de substances légales comme de substances illégales. Donc si vous voulez, avec le vaccin,
allez savoir si, à un moment donné, il n'y a pas un cocktail nocif. Ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Alors, vous avez des tas d'événements qui se produisent. Alors, par exemple, dans le Cher, vous avez un footballeur meurt d'un arrêt cardiaque en plein match, 49 ans. Le vendredi 8 octobre, à Massey, l'homme s'est effondré sur le terrain, victime d'un arrêt cardiaque. Ses coéquipiers ont tenté de le réanimer avec un défibrillateur, mais le joueur est finalement décédé. À Avignon, un footballeur amateur meurt d'un arrêt cardiaque en plein match. L'homme, 41 ans, s'est écroulé après avoir fait un amorti de la poitrine. Un footballeur amateur de 41 ans est mort en plein match ce dimanche à Avignon, dans le Vaucluse. Le joueur licencié en club depuis une quinzaine d'années est décédé après avoir fait un malaise sur le terrain, rapporte le Dauphiné Libéré. Ce jour-là, il était opposé au club de l'AS Rasto, au FC Avignon Ouest. Les joueurs disputaient le deuxième tour de la Coupe Grand Vaucluse. Le drame s'est produit en fin de première mi-temps. Alors là, pareil, on n'a pas d'informations sur est-ce que la personne est en bonne santé, etc. C'est quand même des personnes d'une quarantaine d'années. En dehors de l'aspect de Covid, des vaccins anti-Covid, etc. qu'il y a aujourd'hui, si on était dans une situation normale, est-ce que ce genre d'événement se serait produit? Peut-être. Est-ce que finalement ces personnes, arrivées à la quarantaine, n'ont pas été précautionneux pour se dire, peut-être qu'à 40 ans, si je fais du sport depuis 20 ans, si je fais du foot régulièrement tous les week-ends, etc., il y a un moment donné, ce serait bien de faire un petit check-up. Là, on a affaire quand même à du football amateur. Bon, ce qui n'est peut-être pas le cas dans le football professionnel. Dans le football professionnel, il y a plus de moyens. Il y a des assurances. Et les assurances ne veulent pas assurer des équipes ou des joueurs si ceux-ci ne subissent pas des contrôles de santé, des check-ups réguliers, pour éviter justement ce genre d'incident. Un joueur de foot fait un arrêt cardiaque avant son match Saint James contre Avranches. Alors là, lui, il fait une crise cardiaque, mais avant de jouer. Un footballeur de 17 ans, victime d'un arrêt cardiaque, il s'effondre en milieu de terrain. Dylan, 17 ans, s'est effondré en plein match alors que son équipe, le West Bradford Colts, c'est le Boston United, le jeune homme a fait un arrêt cardiaque et est malheureusement décédé quelques jours plus tard. Noyeux-Vologna, un homme fait un arrêt cardiaque au stade de foot. Il jouait au foot vendredi soir lorsqu'il s'est écroulé. La victime n'a pas pu être ranimée. FC Nantes, un joueur de 19 ans victime d'un malaise cardiaque. Un joueur de 19 ans évoluant dans la réserve du FC Nantes a été victime d'un malaise cardiaque ce jeudi après-midi. À la fin de l'entraînement, il a été plongé dans un coma artificiel. Bon, ça, c'est pas spécialement que cette semaine. Hein. C'est des informations qui sont qui se répartissent un petit peu partout dans l'année. Là, comme par exemple, pas de mots, une nouvelle qui fait mal. Le footballeur belge pleure le décès de Franck Berrier, l'ancien joueur passé sur Ostende, Zult, ou encore le Standard est décédé ce vendredi d'un arrêt cardiaque. Ça, c'est une information donc il a du mois d'août. Disparition de José Meyer, victime d'un arrêt cardiaque en jouant au foot. José Meyer est décédé le lundi 28 juin des suites d'un arrêt cardiaque survenu lors d'une séance d'entraînement football le jeudi 24 juin à Pulversheim. Néanmoins, il y avait quand même aussi des articles. Par exemple, le 20 août, vaccin Covid-19, des médecins déconseillent le sport intensif après l'injection. En Belgique, 5 personnes ont présenté des problèmes cardiaques après avoir fait un effort intense dans les jours qui ont suivi leur vaccination contre le Covid-19. Au vu de ces rares cas, des médecins belges recommandent de ne pas faire du sport intensif après avoir reçu la vaccination contre le coronavirus. Mais combien de temps faut-il attendre avant de reprendre des activités physiques ? Donc là, voilà, vous voyez, alors il y en a plein d'autres, etc. Mais encore, là, vous n'avez pas un Michael, 37 ans, victime d'une crise cardiaque dans les vestiaires. Ça, c'est le 25 octobre. Donc c'est des tas d'événements, mais des événements qui sont un petit peu répartis, en fait, dans l'année. Et comme je vous l'ai dit au début, allez savoir, est-ce que ces chiffres, si on fait des chiffres, si on fait de la statistique sur ces décès, etc., est-ce qu'ils sont liés au Covid ou est-ce qu'ils sont liés au vaccin? On n'en sait rien. Là, on ne fait que de la spéculation. On prend en effet une situation qui n'est pas anodine
et on la met en application, on la met en comparaison avec des événements. Mais ces événements, on n'en sait rien. On ne sait pas si ces gens sont décédés ou ont eu des problèmes à cause du vaccin, à cause du Covid, ou au contraire, est-ce que c'était quelque chose qui serait arrivé de toute façon, même s'il n'y avait pas la pandémie, même s'il n'y avait pas les vaccins en ce moment. On n'en sait rien. La seule chose qui peut éventuellement nous alerter, c'est la statistique. C'est-à-dire déterminer en statistique, voir si il y a une protubérance de cas et de phénomènes, de problèmes dans les milieux sportifs, amateurs comme professionnels, et faire remonter l'information en ayant des diagnostics qui révèlent peut-être que un joueur professionnel avait déjà eu des signes annonciateurs d'un problème de santé, etc., et qui finalement a été victime de l'aboutissement de ces problèmes qu'il n'a pas su traduire, qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas été diagnostiqués. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que des sportifs qui avaient fait des check-ups complets, sur lesquels on n'a absolument rien trouvé, rien vu, rien constaté, paf, crise cardiaque. En sachant, et là je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est que la science n'est pas exacte. C'est-à-dire que vous-même, si demain vous faites un check-up, le médecin va vous dire, ah bah, les résultats, c'est bien, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, etc. Il y a quand même une chance que les tests que vous avez passés, eh bien vous les ayez passés dans des conditions optimales qui ont permis aux tests de donner des résultats positifs, alors qu'en réalité, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, quelque chose, un problème, un détail qui a échappé au test et qui sera à un moment donné annonciateur d'un problème de santé. Comme je vous l'ai dit, la science n'est pas exacte, et encore plus la médecine. La médecine évolue, la médecine fait des efforts, elle continue à chercher, elle continue à évoluer, elle continue à perfectionner, à inventer des nouvelles techniques pour justement ne pas passer à côté de certains petits détails qui, dans le temps, à un moment donné, suscitent la question. Comment se fait-il que des gens qui ont fait des cardios sur lesquels on n'a absolument rien vu, etc., 15 jours après, font une crise cardiaque? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Sur quoi on est passé à côté? Ce sont des questions à un moment donné qui se posent. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que quand on est en face d'une pandémie, donc il y a urgence, il y a danger, il y a péril, donc on a une fâcheuse tendance à un moment donné à passer un petit peu à l'index tous ces aspects fondamentaux du diagnostic, sur lequel d'ailleurs Raoult a énormément basé souvent ses arguments. C'est le diagnostic. Sauf que malheureusement, c'est que quand vous avez un système de santé défaillant, que vous avez des hôpitaux qui se sont fait torpiller leur budget au fil des décennies, que ça fait depuis des années que sur des périodes même de grippe, les hôpitaux, les urgences étaient saturées. Donc forcément, si déjà avant les services étaient saturés et qu'avec le Covid est saturé, eh ben la saturation des services justifie des mesures sanitaires, alors que ce qui est quand même formidable, c'est que même quand des ministres passent devant des commissions sénatoriales ou parlementaires, quand les gens leur posent la question, leur disant oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez décidé, vous avez pris des mesures sur des événements qui ne sont pas anodins parce que c'est des événements qui se produisaient déjà avant, de par les politiques sanitaires, de par les politiques budgétaires du ministre de la Santé, on n'a pas de réponse. Enfin, on a une réponse laconique. Pourquoi, pendant la Covid, vous avez continué à supprimer les lits selon le programme et le calendrier qui avait été établi dans la réduction des budgets des services de santé hospitaliers? Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas accédé à la proposition des hôpitaux ou des cliniques privées? Et puis surtout, il y a quand même un truc très important. C'est pourquoi ils n'ont pas étendu les services Covid à l'ensemble des services hospitaliers. Parce que souvenez-vous, il y a des gens qui sont allés dans les urgences dans certains hôpitaux et qui ont dit « Regardez la vidéo, il n'y a personne ».
Ah, les services de réa, mais il n'y a personne. Il y a 2-3 personnes, ils ne sont pas saturés. Mais oui, parce que pour pouvoir traiter les Covid, il fallait avoir l'agrément Covid. Or, vous aviez des hôpitaux qui n'avaient pas l'agrément Covid. Parce qu'on a estimé qu'ils n'étaient pas équipés, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de personnel, parce qu'ils n'avaient pas des gens compétents. Vous voyez, c'est des tas de petits détails qui font que, ben ouais, on s'est foutu de votre gueule. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec les sportifs, attention. Encore une fois, je ne veux pas démentir, mais je veux simplement remettre les choses au clair en disant, attention. Faites très attention parce que nous sommes dans une période où on exacerbe les émotionnels, on exacerbe les sensibilités, pour exposer aussi bien d'un côté comme de l'autre des données, les impacter, en faire des dramaturgies, pour accéder à votre sensibilité, pour accéder à votre émotionnel, pour vous faire accepter derrière une évidence. Mais une évidence qui sert évidemment les arguments des uns comme les arguments des autres. Attention. Ce n'est pas renier le fait que la gestion Covid, que la Covid, a clairement des éléments, a clairement des détails sur lesquels il va falloir à l'avenir poser des questions et y avoir des réponses. Comme chez les gens qui aujourd'hui luttent contre la propagande, les dysfonctionnements, etc. Il y en a qui le font intelligemment, qui le font argumenter, qui le font solidement, intelligemment, avec bon sens, avec raison gardée. D'ailleurs, vous avez même des gens comme Perron, etc., qui font de temps en temps attention de ne pas affirmer des choses, même si malheureusement derrière vous avez des médias qui aiment bien transformer les choses pour faire dire à ces gens des choses qu'ils n'ont pas dites, mais qu'ils ne l'ont pas dites de cette façon-là ou dans ce contexte-là, décontextualisé. Comme vous avez malheureusement aussi des gens qui sont dans l'approximation. Donc, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a un paquet. Il y a un paquet de gens qui instrumentalisent des données, des informations incomplètes, voire même certains qui disent des choses, mais qui ne sourcent même pas, et qui réussissent à convaincre d'autres gens que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Alors qu'en réalité, non, puisqu'ils sont incapables de sourcer, ne serait-ce qu'un minimum, leur théorie. Donc ça aussi, il faut faire très attention, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Encore une fois, attention, je ne joue pas le jeu d'un parti ou de l'autre. Je dis simplement, attention, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une époque où il y a des conflits d'intérêts, mais comme aussi, il y a des affabulations, des approximations, qui sont parfois issues aussi des conséquences de l'inculture, de la déculture. Malheureusement. Il suffit d'aller régulièrement sur les réseaux sociaux sur des thématiques et sur ces sujets-là pour se rendre compte qu'en effet, il y a des tas de gens qui sont quand même... Là, dernièrement, j'ai joué un petit peu avec quelqu'un, mais quelqu'un qui en fait ne réagissait pas de façon lucide, il réagissait de façon émotionnelle. À tel point qu'à un moment donné, au fil de la conversation, lui qui me disait « oui, mais c'est la peur de la maladie, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est les vaccins. Donc les anti-vax sont des irresponsables. » Et à un moment donné dans le débat, il a fini par admettre que, en effet, il avait fait une généralité, qu'il avait mis tout le monde dans le même panier, mais que lui-même, à un moment donné dans sa joute, argumentait sur le fait de la complexité, de la difficulté, de la désinformation, de la mauvaise gestion, des dysfonctionnements, des mensonges, des lobbying, des business, etc. Et qui jouait énormément sur la peur et les doutes que peuvent avoir des gens. Et que finalement, on a une gestion pandémique qui est complètement dysfonctionnelle. Il le disait lui-même. Et donc, au final, je dis, mais vous voyez, finalement, vous arrivez, vous réussissez à vous pousser à avoir un raisonnement qui va à l'encontre de ce que vous aviez dit dans votre premier tweet. Et là, il me disait, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'une manière générale, force est de constater quand même que les antivax... J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez les antivax ? Qu'est-ce que vous mettez dans les antivax ?
admettez que dans les antivax, c'est comme tout. Il y a des gens qui, en effet, sont approximatifs, sont incapables d'expliquer ou d'argumenter pourquoi ils sont contre les vaccins, etc. Comme vous avez des gens qui sont extrêmement bien argumentés, qui sont extrêmement bien informés, et qui ont une démarche, une explication et une cohérence dans leur façon de justifier la raison pour laquelle ils ne veulent pas se faire vacciner, qui est tout à fait solide. Mais parce que c'est leur choix, c'est leur décision. Et que si on vit dans des démocraties qui militent le droit de l'homisme, la liberté de pensée, d'opinion, etc., eh bien il faut admettre. Sauf que là, on est en train de faire en sorte de ne pas admettre. Donc on est en train tout simplement d'aller à l'inverse des fondamentaux de nos démocraties. Et j'en reviendrai, je terminerai ma vidéo sur cette expression que j'utilise quasiment tout le temps. Pour moi, en France, la République est morte. Nous avons laissé des gens prendre le pouvoir et les leviers, et qui sont en train aujourd'hui de les utiliser contre le peuple, qui infantilisent le peuple, qu'ils l'infantilisent tellement que même quand ils s'amusent à vouloir vous convaincre d'approximation, ils ne se rendent même pas compte que même des fois eux-mêmes finissent par se contredire, ou d'être approximatifs, ou d'être dans le flou, ou parfois même parce qu'ils sont tellement véhéments de vouloir défendre leurs idées qu'ils finissent par admettre ce que 2 heures plus tôt ils refusaient d'admettre. On vit une époque formidable. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et faites très attention. Regarde, écoute et réfléchis.